En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, au cœur de Taponat, Fleurignac, à 2 pas de La Rochefoucauld, sur la route de Limoges. Vous apercevez le panneau en passant sur la 4 voies, mais faites un pas de côté, comme je dis souvent, et puis venez faire un tour dans Taponat, et vous verrez que c'est un petit village qui mérite d'être découvert. Et notamment, même si vous ne pouvez pas le visiter à moins d'appeler le propriétaire éventuellement, ou de venir à certains événements culturels qui se passent ici, au château de Taponat. Au château de Taponat, qui est plus une maison forte, on va dire. Et nous sommes là, nous avons passé le magnifique portail qui donne sur la rue principale, qui est cette route de Limoges, qui est l'ancienne nationale 141. Et lorsque nous voyons ces 2 très beaux piliers ouvragés, sa petite porte sur le côté et sa grande grille largement ouverte sur cette allée, au bout de cette belle et grande allée, nous arrivons sur 2 autres piliers qui ouvrent sur la cour intérieure devant le château. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes dans cette belle et grande allée avec le propriétaire du château, avec son épouse, Anne et Jean-Louis Charrier. C'est Jean-Louis Charrier qui va nous guider dans la visite de ce château et puis le témoignage de certaines personnes de sa famille, ses petits-enfants, qui tout à l'heure nous diront comment est-ce qu'on vit dans une maison comme ça quand on est dans notre siècle actuel avec tout le modernisme. On est là plongé dans l'histoire. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Michel. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai bien présenté les choses. Vous allez nous dire cette allée, puis l'époque du château, pour faire une brève histoire du château. Alors le château, d'abord il n'y a pas beaucoup d'archives sur le château. Tout le monde répète toujours les mêmes choses qui ont été écrites une fois et qu'on retrouve dans tous les bouquins sur les châteaux en Charente et sur les bulletins d'histoire locale. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une maison forte au XIVe siècle, peut-être avant. Ensuite, une transformation importante au XVIIe siècle pour donner le château d'aujourd'hui. Voilà. Et cette allée où nous sommes date probablement de cette transformation du XVIIe siècle, au moment où tout a été organisé autour du château avec 2 accès un peu solennels. Oui, alors c'est vrai que c'est très solennel. Elle fait combien de mètres de long pour que les gens s'imaginent? Alors, elle fait près de 400 mètres de long et c'est une allée de charme avec 1 ou 2 tilleuls. Et c'est une allée large parce que je voyais, elle laisse passer 3 carrosses. Voilà. Oui, en fait, 3 voitures côte à côte peuvent remonter ou descendre l'allée, donc on se croise facilement. J'allais dire, nous sommes là aussi parce que Jean-Louis, ancien président d'RCF, donc on est content d'être chez vous en même temps. C'est aussi beaucoup d'entretien, tout cela, aussi bien la maison que les allées. Notre propos d'aujourd'hui, il est de faire un pas dans l'histoire, mais également de se dire, aujourd'hui, si on n'est pas millionnaire ou un peu riche, comment est-ce qu'on fait pour entretenir tout ça? Parce que je crois que vous avez fait élaguer, et ça a coûté une certaine somme d'argent, parce que vous avez voulu garder les arbres, vous ne les avez pas tronçonnés à une certaine hauteur pour qu'ils repoussent, afin de garder la majesté de cette allée qui vraiment est majestueuse. J'allais dire, elle est simplement majestueuse. Alors comment fait-on? On regarde les choses grandir, vieillir, pousser, et on s'inquiète un peu pour l'avenir. Et en même temps, on essaye de faire en sorte que l'essentiel soit préservé. Et puis je pense qu'il faut aussi qu'on envisage, on envisage de l'animation, des événements qui permettront d'aider cette maison à vivre. Et donc derrière, de pouvoir faire des aménagements qui lui permettront d'être plus habitable, moins dans son jus peut-être, mais ce serait pas mal qu'elle reste dans son jus quand même.
Oui, je disais, on était déjà venu avec le père Laurent Morin faire un petit tour ici pour vous rencontrer et qu'on était, si ceux qui se souviennent du film Tous les matins du monde, eh bien, on est un peu dans cette même configuration de cette belle et grande façade. Voilà, fond musical, marin-marais. C'est ça, c'est ça. Et la viole de gambe. Et la Voilà. viole de gambe. Bon, et puis là, on verra les petits-enfants, c'est aussi eux qui sont la courroie de transmission avec vous. Voilà, tout à fait. Alors, cette maison, ils vous diront, eux, je ne sais pas ce qu'ils vous diront, Ah ben, mais moi non plus. a priori, ils aiment bien être là, entre cousins en plus, parce qu'il y a un côté rassemblement familial régulièrement ici. Mais c'est vrai que l'espace, le fait qu'on soit très très au large, avec pas mal de terrain autour, fait que chacun vit sa vie, se rassemble, se disperse. Voilà, on est dans un lieu qui est habité par l'imagination de chacun. Ah ça c'est beau ce que vous dites. Hein. Oui, oui. On n'est pas à Poudlard, mais on est dans un... Ben, j'allais y venir, comme une île. Alors, Tapona-Fleurignac, c'est 1650 habitants à peu près, pas mal de hameaux autour. Et là, on est dans Tapona, en plein cœur de Tapona. On passe la mairie, l'église, et on tourne à droite, on est chez vous. Mais on est chez vous au bout de ces 400 mètres d'allée, et on est comme sur une île. On est comme sur une île, une thébaïde. Voilà. On est effectivement hors du village tout en étant vraiment tout près. Et les premières années où je venais ici, je me souviens de nos vacances, puisqu'on venait seulement l'été en vacances. On pouvait vivre à Tapona en circuit fermé. On ne voyait pas grand monde si on ne faisait pas l'effort de sortir. Alors justement, on rentre là maintenant dans la cour intérieure. Sur ma droite, on a des hangars avec de jolis piliers arrondis qui soutiennent des anciennes étables et puis des lieux où on peut garer maintenant les voitures ou la tondeuse ou autre. Un joli porche et c'est une cour presque carrée. Des petits bâtiments qui touchent une des tours du château où il y avait la maison du gardien que vous êtes en train de restaurer pour que ce soit un lieu accueillant, peut-être aussi pour les petits-enfants. Cette tour qui fait angle entre ce bâtiment des communs et puis le corps de logis du 17e dont vous parliez, et tout à fait au bout, une autre tour qui est décoiffée, c'est-à-dire qu'elle a perdu sa toiture. C'est une ruine, entre guillemets, une belle ruine. Et on dit d'ailleurs. Pour voilà. nous, on appelle ça les ruines. Les ruines. Eh bien, les ruines, on va voir ce que vous en avez fait. Et le père Laurent Morin, l'autre jour, nous disait que c'était le donjon, et c'est sans doute cette partie de base du XIVe siècle, car tous les 30 kilomètres à peu près, notamment pendant la guerre de Cent Ans et autres, il y avait des tours crénelées comme celle qu'il y a au Pin. Et vous m'avez dit à un autre endroit l'autre jour où il y a une tour, tour carrée. En fait, c'est un donjon. Tour carrée qui a le même type de bretèche qu'ici. Alors celle-ci, la nôtre n'est pas complète. À Suau, il y a encore toute la maçonnerie au-dessus de la bretèche à la mairie de Suau. Qu'est-ce que vous appelez la bretèche pour ceux qui ne sont pas des habitués? Une tour de guet d'angle. Une tour de guet d'angle, tout simplement. Alors ça veut dire qu'il y a des corbeaux qui dépassent, des assises, on va dire, en pierre, qui sont scellées dans le mur et qui dépassent. Et par-dessus, il y avait un plancher avec des trous. C'était couvert et il y avait des créneaux et on pouvait balancer des choses sur les gens qui étaient des assaillants. C'était surtout pour surveiller, je crois. Oui, je pense aussi. Ça, c'est l'image qu'on a du château fort, entre guillemets. Donc, on a cette base qui maintenant est en ruine, mais une ruine que vous habitez l'été, car il y a 2 très belles cheminées. C'est à ciel ouvert et vous pouvez faire des barbecues. Et puis, c'est une partie protégée du vent et pour faire des moments ensemble et en famille. Oui, oui, tout à fait. Cette partie découverte a probablement vu sa toiture s'effondrer au début du XXe siècle, peut-être à la fin du XIXe, on ne sait pas trop. Il n'y a aucune trace nulle part écrite là-dessus. Mais il y a des photos, il y a des cartes postales du château avec les 2 tours à l'époque où c'était une ferme. Il y avait une ferme qui dépendait, qui était autour des domaines du château de la Rochefoucauld probablement. Ah oui, d'accord, d'accord. Le lien avec la Rochefoucauld. On peut dire un tout petit mot en se rapprochant de cette très belle façade avec de grandes et hautes fenêtres, des volets rouge bordeaux, la couleur des châteaux, en gros, de chez nous. On a eu du mal à trouver la bonne couleur et on ne l'a toujours pas trouvée depuis qu'on a repeint les volets. On en est au 3e essai de couleur.
Et la couleur qui avait été utilisée dans les années 40-50, lorsque le château a été réaménagé et acheté par la famille, était bien plus belle que ce qu'on a trouvé là, mais c'est pas simple le rouge. Oui, on le voit, mais peut-être faudrait-il prendre ce rouge de bordelais qu'on voit sur vous qui avez été longtemps directeur d'école à Bordeaux. C'est un peu ça. Il y a rouge basque, rouge sang de bœuf, rouge. Voilà. Il y a plusieurs rouges possibles, mais bon, ils vieillissent mal au soleil de ce côté-là, en plus. Vous voyez, il y a 2 rouges différents entre la porte et les fenêtres. Voilà. Alors, c'est un espace large, c'est très agréable, ça fait un très bon fond de scène lorsque vous faites des concerts ou qu'il se passe des choses ici, et même des remises de médailles par les militaires, je crois, parfois. On a eu ça à l'époque, le 515e régiment du train avait ouvert une politique de jumelage avec des communes, et une des compagnies était jumelée avec Tapona. Et donc, les prises de commandement tous les 2 ans, il y avait une prise de commandement d'un capitaine qui se passait à Tapona, et assez vite, ça s'est passé ici. Alors, dans l'allée, on avait un petit défilé, on se réunissait derrière la maison ou devant, peu importe, et cette compagnie a été dissoute. Donc, nous n'avons plus de cérémonie de prise de commandement ici. Donc, c'est un lieu fédérateur. Alors, on va passer sous la porte et il y a un œil de bœuf, et autour de cet œil de bœuf, comme des couronnes de laurier, mais ce sont des cornes de cerf avec stylisé une sorte de tête de cerf, et au-dessus, le petit panneau, la petite sculpture, la petite pierre taillée où il y a écrit 1679. C'est ça, 1679, qui doit être la date de réaménagement, l'année de réaménagement de l'ensemble sous sa forme actuelle, avec le plan traditionnel des gros logis charentais du XVIIe siècle. D'accord. Alors là, on vient de rentrer dans un large hall avec des meubles anciens, et puis par terre, ce qu'on trouve beaucoup en Charente et qui est un peu dans les églises, dans les maisons, là où ça n'a pas été enlevé parce que c'était difficile de balayer entre ces petits cailloux, sont des silex qui s'appellent des chœurs de demoiselles. Absolument. Alors on a toute une partie, c'est là aussi qu'on voit la partie ancienne avec les chœurs de demoiselles, et la partie vraiment refaite de l'autre côté, à l'arrivée des nouveaux propriétaires de la famille qui ont été complètement réaménagés. D'accord. Alors, quand on est dans ce hall, en face de nous, nous avons une porte qui, là, est fermée pour l'instant, mais qui donne dans le parc à l'arrière. Qui donne dans le parc à l'arrière, oui, où il y a également une charmille. La cour arrière est limitée par un bâtiment de ferme, une charmille sur les 2 autres côtés, avec une tour d'angle à droite et à gauche. Et c'est très beau parce que ça donne sur la vallée de la petite petit ruisseau qui passe, qui s'appelle la Belonne. Du fleuve, oui. Non. De la Belonne. Et là, nous avons monté l'escalier. Alors, ce sont des escaliers, vous nous avez dit l'autre jour, taillés dans un seul bloc de pierre. Chaque marche est taillée dans un seul bloc de pierre. Les marches ne sont pas très hautes, c'est donc très facile à gravir. Et pourquoi nous sommes montés à ce demi-étage? Parce qu'ensuite, on peut monter jusqu'à l'étage du dessus, où sont les chambres, en fait, en enfilade, hein, n'est-ce pas, où sont vos petits-enfants. Et là, nous nous arrêtons là parce que quand la famille de votre épouse a acheté ce bien, ils ont découvert quoi? Ils ont découvert un peu de couleur derrière le badigeon ou derrière l'enduit, et ils ont gratté, donc ma belle-mère et mon beau-père ont gratté avec des aiguilles, des épingles. Progressivement, ils ont dégagé donc une fresque qui doit être d'un mètre 1m20 sur 1m20 à peu près, carré, qui représente des gens à table, on va dire. Voilà, alors le père Laurent Morat nous en avait fait la description l'autre jour. On est à quelle époque là? C'est Louis XIII, Louis XIV? C'est probablement à l'époque. De toute façon, l'escalier
ayant été construit sans doute vers la fin du XVIIe. On est plutôt sous le règne de Louis XIV, mais effectivement les tenues sont plutôt Louis XIII. Donc c'est peut-être que la mode Louis XIV n'était pas, encore arrivée jusqu'à Tapona. Jusqu'en Charente limousine, aux marches de la Charente limousine. Alors là, ça représente un banquet, hein, où le maître de maison est un peu comme le Christ pour la scène, on va dire. Alors c'est pas la scène avec la table, hein, rectangulaire et tout le monde aligné, c'est une table ronde. C'est la table ronde, chez les chevaliers de la table ronde, un peu, on pourrait dire ça. Alors lui, il est un peu en majesté sur son fauteuil et tout autour, on a des gens très bien habillés avec les chapeaux, les cheveux longs frisés, une grande assiette au milieu, plein de petites assiettes, parce qu'à l'époque, on n'avait pas un couvert par personne, mais on piochait, un peu comme les Chinois qui font tourner les tables avec les mets. Là, c'est pareil, sauf que ça ne tournait pas. Et on voit un couteau, il n'y a pas de fourchette. On mange avec son couteau. C'est un peu naïf, mais c'est très, très explicite. Tout à fait. On passe repas de chasse, banquet, entre amis. C'est le personnage central qui nous fait penser que c'est vraiment à l'époque de Louis XIII. Et avec beaucoup de tâtonnements du peintre, qui font qu'il y a quelquefois deux visages entre lesquels il n'a pas choisi. C'est assez naïf et c'est tout à fait sympa. Mais c'est tout à fait à voir, ceux qui regarderont sur YouTube notre émission en vidéo pour en voir cette fresque. Jean-Louis, on ne monte pas l'étage, ce sont les chambres et on va redescendre, passer dans les deux salons. Et puis ce qui nous intéresse surtout maintenant, c'est de rencontrer la famille et ceux dont vous parliez tout à l'heure et celles dont vous parliez tout à l'heure, de votre fille en passant par les petits-enfants qui sont en ce moment en vacances, au moment où nous enregistrons pour les vacances de Toussaint au château de Tapona-Fleurignac, chez monsieur et madame Charrier, Anne et Jean-Louis. Et là, nous repassons dans l'entrée et nous rentrons dans une grande pièce. Vous allez nous donner un peu les dimensions, qui est la salle à manger. Alors, la table fait 4 mètres de long déjà, donc il faut ajouter, donc là, je vous dis qu'il y a à peu près 9 mètres de profondeur. C'est une grande salle. Il faut imaginer que la chambre au-dessus est aussi grande. Voilà. C'est la chambre parentale? Même pas, parce qu'il y a beaucoup plus grand. Et donc, c'est une pièce de réception. Alors, ces deux pièces qu'on va voir maintenant sont vraiment les pièces réaménagées après l'achat de la maison, juste avant, dans les années 40, pour recevoir. C'est vraiment des pièces de réception qui ont été refaites complètement à cette époque-là. Il y a quoi, une quinzaine de places à table, et vous m'aviez dit l'autre jour que la table a été facile, oui, a été construite sur place, on ne peut pas la sortir. Voilà. Comme ça, c'est vu. Hein. Elle ne partira pas par la fenêtre avec des gens qui, de façon outrecuidante, auraient eu l'idée de venir la prendre ici, dans cet endroit. Là, nous sommes dans le salon, 2 pianos à queue qui sont de chaque côté de la pièce, une très belle cheminée Régence ou Louis XV, une table centrale, c'est vraiment le salon, des portraits de famille de Anne, votre épouse, autour de cette pièce, dans son jus aussi, beige, avec des encadrements de portes et des portes peintes en vert profond, on va dire. Ce qui est assez intéressant aussi. Avec une frise au plafond. Oui, tout à fait. Et puis, je voudrais que vous nous ameniez juste faire un petit coucou au boudoir, parce que quand on est dans cette pièce, on donne à la fois sur le parc qu'on aperçoit, qui est assez large, avec de belles essences d'arbres et de conifères, de cèdres et autres. Et là, on passe la porte, parce qu'il ne fait pas très chaud dans ces pièces. Et là, on va rentrer dans un peu meilleur, parce que c'est un boudoir. Simplement, c'est un boudoir. Simplement, il y a un passager dans la pièce qui dort là. Donc, peut-être pas déranger le passager. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Voilà. Bon, alors donc là, on est dans une petite, tout est relatif, pièce, et c'est intéressant de la voir qui vit, parce que le rideau, enfin, il y a une alcôve avec le lit derrière, tel qu'on imagine les chambres dans les châteaux, et c'est une très belle boiserie, et il y a un grand rideau qui ferme en partie cette pièce où il y a le lit, et je vois les affaires tout à fait modernes des enfants ici, et puis ça fait un premier petit salon avec sa même cheminée Régence dans un coin, et c'est un lieu très chaleureux.
très chaleureux. C'est vraiment le lieu où on se sent bien, où il fait plus chaud qu'ailleurs, d'ailleurs, dans cette maison qui n'a pas de chauffage, sinon des cheminées. Et c'est là qu'on a mis la télé aussi. Alors, pour que les gens ne pleurent pas dans les chaumières, on va dire que vous habitez le logis pendant l'hiver qui est à côté du château, qui touche le château, qui lui a tout le confort moderne, et que vous passez l'été jusqu'à la Toussaint à peu près. Le plus longtemps possible. Ouais, le plus longtemps possible dans cette maison parce que vous vous sentez bien dans cette grande maison forte. Absolument. Alors maintenant, on va aller voir la famille dans le temps qui nous reste. Donc on va aller jusque vers la cuisine, Jean-Louis. Alors voilà, on a passé dans un vestibule, on est rentré par la porte de la cuisine de château, toujours les chœurs de demoiselles. Jean-Louis nous disait tout à l'heure que c'était la partie la plus ancienne, qui touche d'ailleurs, si on sort par la porte qui est derrière moi, on est dans la tour décoiffée, c'est-à-dire dans la ruine de la tour de garde, on va dire, qui est la plus ancienne. Donc on est dans cette cuisine si particulière, avec ses chœurs de demoiselles, sa grande table où on peut réunir la famille, des hauts meubles, vaisseliers et surtout la grande cheminée où le feu n'est pas en route, mais on s'imagine le feu dans la cheminée avec tout le bois qui va avec. Alors là, moi j'ai à côté de moi, enfin on a tous les petits-enfants, on a Valentine, on a Macéo, on a Titouan, on a Nati, on a Adèle. Alors merci d'être en piste si tôt le matin. Je ris parce qu'il est bientôt midi. Et donc, quand on enregistre cette émission, Valentine, alors vous avez 17 ans, vous êtes en terminale et vous venez passer, comme les autres enfants et cousins, des vacances ici. Alors, qu'est-ce que ça fait de venir en Charente, à Taponat-Fleurignac, dans cette ancienne maison forte ? C'est toujours un plaisir. Je pense qu'aussi c'est une sorte de fierté. J'aime bien en parler à mes amis et imaginer qu'ils viennent un jour ici. Et c'est aussi un peu reposant parce qu'on a un peu l'impression d'être coupé de tout. Et on peut facilement ne pas en sortir pendant des jours et avoir l'impression qu'il s'est passé très peu de temps ou alors beaucoup de temps. Ça dépend de la météo surtout. Quand il pleut, on a plus l'impression qu'on est enfermé pendant des jours dans la maison, mais c'est toujours agréable quand il y a le feu. Mais par contre, quand il fait beau, les jours passent très très vite. On peut s'amuser dehors pendant des heures sans vraiment voir le temps passer. Alors quand j'ai présenté l'émission avec Jean-Louis tout à l'heure, je disais qu'ici, on était un peu comme sur une île. Ah bah oui, franchement, avec les arbres, on voit rien de ce qu'il y a à l'extérieur. Avec le garage qui est derrière moi, non plus. Donc sincèrement... Puis on a assez de nourriture, je pense, pour tenir un siège. Donc je pense que oui, on est un peu sur une île ici. Alors vous êtes les continuateurs de l'époque où on était dans une tour et on surveillait ce qui se passait avec des vivres dans la maison. Et comment vous vous projetez à 17 ans, vous, ici ? Je le disais aussi dans l'émission tout à l'heure, il n'y a pas le confort moderne, entre guillemets, ici. Bon, il y a une très bonne literie, ça, c'est pas le problème. Et il y a aussi des salles de bain. Mais quand même, il n'y a pas le chauffage, il n'y a pas tous les moyens modernes. Comment vous vivez ça, vous ? Alors ça dépend, pour ce qui est du chauffage, il suffit de mettre un gros pull. Par contre, pour tout ce qui va être, par exemple, la connexion Internet, c'est vrai qu'elle est un peu lente. Et que quand on est élève en terminale, qu'on doit faire ses devoirs sur Internet, avec les ENT, etc., c'est un peu compliqué. Mais franchement, ça permet aussi de se couper de tout ça et de prendre des vraies vacances quand on est ici. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous étiez là ? Vous parliez de vos amis tout à l'heure, vous parliez de la maison, vous auriez envie de les inviter, mais pour faire quoi ? Sincèrement, juste pour prendre des vacances tranquillement avec mes amis, pas forcément pour faire de grosses fêtes, parce que je trouve pas que ce soit l'ambiance de la maison, mais au moins pour leur faire découvrir dans cette maison dans laquelle j'ai grandi, avec la région qui est autour, qui est incroyable. Ah bon, écoutez, ceux et celles qui nous écoutent en Charente sont contents d'entendre quelqu'un. Vous êtes où d'habitude ? Moi, alors je vis dans les Hautes-Pyrénées, donc dans le sud, à côté de la plus grande station de ski des Hautes-Pyrénées, enfin des Pyrénées françaises même, la Mongie. Mais dans la semaine, je suis à Pau, donc dans le Béarn, à côté, pour mon lycée. Très bien. Merci de ce témoignage, Valentine. Macéo, en terminale également. Alors, je vais dire un peu la même chose. Comment est-ce que vous vous projetez comment vous êtes ici, quand vous êtes là, comment vous vous sentez ? Et je poserai la question à vous tous et vous toutes ici. Moi, quand je viens ici, je suis toujours content de venir ici parce que on a plein de souvenirs ici qu'on a vécu tous ensemble avec tous les cousins. Du coup, ça nous fait nous rappeler plein de choses qu'on
qu'on a vécu ensemble et je trouve que c'est des très bons moments qu'on passe ici. Bon, donc vous reviendrez dans les années suivantes sans problème. Oui, même avant l'année prochaine, je pense. Déjà pour Noël. Bien, alors on le voit bien. Hein. Merci beaucoup, Maceo. Oui. Maceo et Valentine ont été tous les deux stagiaires. On fait un stage à RCF, Angoulême. Oui, alors ça c'est pour la petite histoire en lien avec la radio. Mais on essaye d'être neutre, mais effectivement. D'accord, d'accord. Bien, alors après Maceo, j'ai Nati, c'est ça, Nati, 15 ans en seconde. Et alors vous, pareil, même question, comment vous vous sentez dans cette bâtisse ancienne? Je me sens très bien. C'est agréable souvent de venir en vacances parce qu'on voit nos grands-parents et ça fait plaisir de les voir parce qu'ils habitent quand même loin de chez nous. Et voilà. Bien, merci beaucoup. Ils seront très touchés, les grands-parents, d'entendre que vous êtes heureuse de les voir quand vous venez ici. Et profitez d'eux autant que faire se peut. Et eux, je peux vous assurer qu'ils sont très contents de vous avoir ici et qu'ils essayent de voir comment animer toute cette petite troupe, parce que ce n'est pas si évident quand même. Hein. Alors maintenant, j'ai avec moi Titouan. Titouan, 15 ans aussi, bientôt 16 d'ailleurs, je crois. Alors, vous, même question. Bah, moi, j'aime bien venir ici parce que je vois mes grands-parents, mes cousins et comme il a dit mon cousin tout à l'heure, Maceo, on se rappelle plein de souvenirs de quand on était petit et après aussi, à chaque fois qu'on vient ici, il y a toujours un jeu vidéo qui fait le séjour et on joue aussi aux jeux de société avec mon grand-père le soir et c'est toujours des moments inoubliables. Oui, alors après, vous avez un grand-père qui est très investi, notamment dans le chant, la chorale, l'accompagnement et tout. Et c'est un grand-père qui est resté très jeune et une grand-mère également qui, elle, essaye de vous occuper et puis s'occupe beaucoup de la maison et de l'intendance. Oui, c'est ça. Ma grand-mère, elle fait souvent la cuisine, le ménage et beaucoup de choses. Mais elle joue pas souvent aux jeux vidéo, aux jeux de cartes avec nous. Mais mon grand-père, il joue souvent... il joue plus aux jeux de cartes avec nous, il nous occupe et ma grand-mère, elle fait tout ce qu'elle peut pour qu'on passe un bon séjour. Bon, très bien. Merci beaucoup, Titouan. Je sais que votre grand-mère, elle me l'a confié, n'aime pas forcément jouer aux jeux de société ou aux jeux en général. Elle préfère s'occuper de l'intendance et de voir que tout le monde soit au mieux. Et maintenant, je termine, j'ai oublié personne, j'espère, oui, avec Adèle, qui a 14 ans, qui est en 3e. Bonjour, Adèle. Bonjour. Alors, même question, comment vous vous sentez quand vous venez ici? Alors, il y a bien sûr les cousins, comment vous vivez tout ça? Vous qui êtes la plus jeune finalement. C'est toujours le moyen de surmonter un peu les manches et de faire des trucs autres que notre petit confort à la maison, mais c'est l'occasion de se dégourdir un peu et de sortir de notre zone de confort. Mais c'est toujours bien de venir ici parce que on est entre cousins et que de l'autre côté de nos autres grands-parents, on n'a pas de cousins germains et du coup c'est l'occasion d'être avec des cousins. Merci beaucoup Adèle. Je vais pratiquement terminer par Emmanuel, la génération qui me manquait entre les grands-parents et les petits-enfants. Alors Emmanuel, je sais que ce matin vous avez des choses avec votre travail, donc vous n'êtes pas complètement disponible pour nous répondre, mais vous allez juste nous dire 2 mots. Comment vous vous sentez ici? Pourquoi est-ce que vous revenez? Et puis on parlait dans la présentation tout à l'heure dans la Grande Allée de la courroie de transmission. Comment vous voyez les choses? Voilà, c'est un vaste sujet. Donc moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 2 filles. Voilà, j'ai une sœur Gaëlle qui est absente. Donc souvent, quand on vient en vacances, c'est souvent moi qui amène les neveux et nièces de manière à ce que les cousins se retrouvent. Et c'est un lieu qui est chargé, bien sûr, de souvenirs, comme l'ont dit les enfants, où on a eu des grandes fêtes de famille à plus de 50, 100, 150 personnes. Nous, on s'est mariés ici aussi. Donc, c'est un lieu qui me tenait à cœur avant, mais qui me tient d'autant plus à cœur maintenant, puisqu'effectivement, on se dit que on n'est pas sûr que cette maison puisse rester dans la famille, mais qu'on espère quand même que nos enfants aimeront suffisamment la maison, que les choses n'arriveront pas trop vite et que si ce n'est pas nous directement qui pouvons endosser cette charge, nos enfants, en ayant eu des souvenirs ici, pourront peut-être s'emparer
de ce projet, 1, 2, 3 enfants, ou peut-être aucun, mais en tout cas, on sait que ça tient à cœur à nos parents, à notre maman en plus particulièrement, qui était très attachée à cette maison depuis toujours. Et voilà, et peut-être que si le temps nous le permet, on arrivera à continuer à maintenir cette maison dans la famille. Voilà. Merci Emmanuel, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est sur cette note d'espérance que nous nous quittons. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.